Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France grâce à différents programmes d'accélération tels que le WHY, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Bertrand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te rencontrer, je suis ravie de t'interviewer. Bertrand, tu as été le fondateur de La Fourchette et en cela, tu as créé une entreprise qui s'apparente à une des plus belles histoires entrepreneuriales françaises. Avec une sortie encore plus belle. Mais sans plus tarder, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter, puisque ça n'est pas la seule chose qui te résume, bien entendu, mais en tout cas de te présenter d'un point de vue perso et pro, voilà, en nous disant que ce que tu as envie de nous raconter. Bonjour Estelle, ravi de te reparler. Donc voilà, moi je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans. Je suis marié et papa de 4 filles qui ont entre 13 et 21 ans, qui me permettent de bien rester à la page de ce qui se passe. C'est bien de croire. Et je suis entrepreneur depuis que je suis sorti d'école, c'est-à-dire ça fait maintenant 24 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler l'école que tu as, quand tu parles d'école, c'était quoi ta formation initiale? Alors, moi j'ai fait l'école HEC. Ouais. Donc ensuite, tu as entrepris tout de suite après. Exactement. Alors moi, j'ai eu la chance moi, j'ai souhaité être entrepreneur depuis que j'ai environ 10 ans, de par à la fois la rencontre d'entrepreneurs que j'ai vite admiré, mais aussi parce que je suis né entre les deux chocs pétroliers, et je pense que globalement, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai beaucoup entendu parler du chômage. Et que dans ma tête de petit garçon, pendant mes cours d'histoire en particulier, au collège, je me disais, mais en fait, pour régler le problème du chômage, il faut créer des entreprises qui vont créer des emplois, et donc il y aura plus d'emplois et donc moins de chômage. Donc voilà, donc c'est à la fois des rencontres, mais aussi cette espèce de volonté de faire quelque chose d'utile qui m'a poussé à être entrepreneur. C'est ça. Et pourquoi et comment La Fourchette, en fait? C'était quoi les tout débuts? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Alors La Fourchette, c'était ma troisième entreprise. Moi, j'ai jamais été solo, hein, je suis cofondateur à chaque fois. Mais en tout cas, La Fourchette, c'était un bon résumé de mes deux premières entreprises. La première, elle était dans Internet en 99. Et la deuxième, elle était dans l'univers de la restauration. Alors, on n'était pas restaurateur, mais on importait, on distribuait des produits pour les restaurants. Et en fait, ça, c'est un petit conseil qu'on m'a donné, mais qui est un bon conseil qu'on nous avait donné, c'était de dire, essayez de réfléchir à des projets dans votre domaine de compétences, de savoir. Et moi, mon domaine de compétences, c'était La Fourchette, puisque c'était à la fois Internet et restaurant. Oui, et donc ce qu'on peut retenir finalement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast malgré tout, ou en tout cas de gens qui ont envie d'entreprendre, ce qu'on peut retenir, c'est que La Fourchette est la suite de deux autres entreprises, en fait, si je peux résumer. C'est à la fois la suite, c'est-à-dire que c'était deux domaines qu'on connaissait. On connaissait l'univers de la restauration, on connaissait beaucoup de restaurateurs. Donc on connaissait quelque part une partie de notre clientèle.
Ouais, Et d'autre part, moi, j'avais quand même eu une vraie expérience Internet entre 99 et 2002, ouais, plus une expérience entrepreneuriale. Donc, et en fait, aussi le fait d'avoir travaillé pendant 4 ans avec des restaurateurs, ça nous a permis mm, aussi, ça nous permettait à ce moment-là aussi de connaître l'univers des solutions pour la restauration. Et donc, on mm, savait qu'il y avait OpenTable aux États-Unis, qui est un système de réservation de restaurants en ligne, qui ouais, commençait à ouais. bien marcher. Et, euh, et c'est aussi grâce à OpenTable, entre guillemets, qu'on a eu l'idée de la fourchette. En tout cas, qu'on s'est dit que ça pouvait marcher. Et quelle était l'idée initiale de la fourchette en fait? Parce que de mémoire, c'était pas le résultat, enfin c'était pas ce qu'on connaît de la fourchette, tu vois, ce qu'on a retenu des années plus tard. Parce qu'en fait, au tout démarrage, euh, c- arrête-moi si je me trompe, mais c'était pas exactement ce que c'est aujourd'hui. Alors, l'intuition, elle était là depuis le démarrage. C'est-à-dire D'accord. on se disait, voilà, il y a trois, il y a trois pains, il y a trois problèmes consommateurs à régler. Le Mhm. premier, c'est ce qu'on appelait ensuite la discovery. En gros, c'est trouver un resto en fonction de critères. Voilà, tel Ouais, quartier, tel tarif, tel type de cuisine, tel type d'amis que j'invite. ouais. Donc ça, c'est vraiment moteur de recherche, ça n'existait pas. Le Mm, deuxième problème, c'était réserver en ligne en 10 secondes. Donc pareil, à l'époque, mm. on pouvait déjà réserver son train, son hôtel, son avion en ligne, on ne pouvait pas réserver son resto. C'est vrai. Donc ça, c'était le deuxième pain pour des gens comme moi qui n'aimaient pas forcément prendre leur téléphone pour le faire. Mais je ne suis pas seul. Mm, Et mm, le troisième pain qui était plus une opportunité, c'était de voir qu'il y avait des secteurs justement comme le transport aérien, l'hôtellerie, qui avaient vraiment transformé leur industrie grâce au yield management, c'est-à-dire vraiment le prix dynamique en fonction de la demande. Comme tu mm. le sais, voilà, on ne paye pas la même chambre d'hôtel, on la paye entre 100 et 800 euros à Paris en fonction de la Mhm. semaine. Donc quand c'est la Fashion Week, ça coûte très très cher. Quand c'est la Mm, première mm. semaine de janvier, ça coûte moins cher. Bien sûr. Et donc, on savait ça pour le coup, pour connaître l'industrie, puis savoir faire un peu de compta, que la restauration est une industrie qui avait aussi des coûts fixes très élevés, C'est même ça. s'il y a un peu plus de Et coûts tu variables que voulais dans un combler des hôtel, manques. Mm. et qu'on ne pouvait pas stocker les tables. C'est-à-dire qu'une table pas vendue ce soir, Bien sûr. elle sera jamais vendue. Voilà. Elle est perdue. Elle est perdue Ouais, pour toujours. ouais, bien sûr. Donc Donc, tu as voilà, donc porté une double solution. Attends, parce voilà, qu'il y a... donc on a porté une solution Ouais. en tout cas, mais c'est vrai que pour répondre entièrement à ta question, c'est vrai que quand on a lancé la fourchette, Mm, autant on était à peu près sûr des deux premiers points, c'est-à-dire mm. qu'on pourrait faire un moteur de réservation et un moteur de recherche de restaurants. Ouais, Donc on a commencé comme ça. Autant c'est vrai qu'on était un peu plus frileux sur la partie variabilité des prix, euh, pour plein de raisons liées au secteur de la restauration, qui faisait que c'était quand même moins simple, entre guillemets, que dans l'aérien ou l'hôtellerie. Et donc bien sûr. on l'a mis en place, on va dire sérieusement, 2 ans et demi après le lancement. La partie prix, discount, Bien sûr. qui aujourd'hui est quand même ce qui fait connaître la fourchette au grand public. Alors, en plus, si je ne me trompe pas toujours, parce que tu n'as pas beaucoup donné d'interviews, comme je le disais tout à l'heure, mais euh, il faut quand même rappeler qu'au démarrage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans notre usage, la fourchette. C'est-à-dire que personne, enfin, on peut pas passer à côté de la fourchette. Tout le monde a ce réflexe, tout le monde, enfin, c'est devenu un usage. Mais à l'époque, rétrospectivement, il fallait quand même aller non seulement changer les habitudes des consommateurs, mais surtout aller chercher les restaurateurs. Et ça, pour le coup, vous vous êtes relevé les manches et vous y êtes allé un à un, si je ne me trompe pas. Parce Ouais, que c'est pas exactement. eux, enfin, c'est pas eux qui auraient fait la démarche de t'appeler en disant tiens, vous avez une solution qui pourrait me permettre de pas perdre mes tables ce soir. C'est-à-dire que vous êtes allé, j'ai envie de dire avec un peu de culot, aller chercher, convaincre, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même se replacer dans le contexte et dire que ça a dû être un gros gros boulot de conviction au départ. Oui, tout à fait. Alors, La Fourchette, ça a été à la fois une start-up, on va dire Internet, avec de la technique, du produit, du marketing, mais Mm, aussi une entreprise très, très commerciale, enfin, ça l'est toujours. mm, Euh, mm. et donc, en fait, voilà, ça, c'est aussi une des grandes leçons de La Fourchette au démarrage. Euh, c'est que ce qui marchait de loin le mieux, c'était le commercial un peu bête et méchant, c'est-à-dire Bien sûr. d'appeler tous les restaurateurs d'une ville pour leur pitcher notre projet et idéalement obtenir un rendez-vous, aller en rendez-vous,
pitcher le produit, etc. Et idéalement signer un contrat. Donc, j'ai envie de dire que ça, j'avais la chance d'être associé avec Patrick d'Alsace, qui est vraiment quelqu'un de très, très, très fort dans plein de domaines, en particulier sur la partie commerciale. Et aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, mais on a été, alors c'était il y a très très longtemps, hein. Donc Internet était beaucoup moins connu, c'était pas du tout une évidence pour faire une industrie dont la restauration. Et en fait, on a vendu à la fois la fourchette évidemment, mais aussi Internet en fait. On leur disait voilà, ça Bien vient. sûr. C'était moins connu, moins utilisé, mais c'était quand même déjà quelque chose d'important Internet. Et Mais donc c'est on ça. disait aux restaurateurs, C'est écoutez une voilà en vitrine fait. aussi. Ouais, c'est une vitrine. On leur disait, voilà, Internet va sûrement arriver pour la restauration aussi. Nous, on vous propose d'apprendre avec nous. Et alors, ce qu'on avait, évidemment, c'est qu'on avait un business model moderne. Aussi, ça, ils aimaient bien. On n'essayait pas de leur prendre plein d'argent au début. Très vite, on avait une version gratuite où ils ne payaient que les réservations. Donc, en fait, le risque pour eux était très, très faible. Ça leur prenait un petit peu de temps, mais en gros, ils allaient sur la fourchette, on s'occupait de tout, et de temps en temps, ils avaient un client. Donc, c'était plutôt bénéf C'est ça. pour eux. C'est ça. C'est que ton modèle économique a quand même beaucoup évolué, parce que ça s'est tracé sur une dizaine d'années quand même. Ouais, alors le modèle économique, j'ai envie de dire qu'au début, enfin, là, on rentre un peu plus dans le détail, mais au début, il y avait à la fois un logiciel de gestion de réservation interne, qui était un vrai logiciel pour les restaurateurs, et à la fois le portail La Fourchette, qui est devenu l'appli pour prendre des réserves pour les clients. Et on faisait payer le logiciel pour être sur le portail. Et puis j'ai envie de dire que ça, assez vite, on s'est dit qu'il fallait faire une version gratuite de logiciel, ce qu'on a fait, je pense, au bout de 18 mois. Et après, on a un peu fait, évidemment, puis après les promotions sont arrivées, qui est du coup un pricing un peu dans les deux sens, plus dynamique. Mais en tout cas, oui, on avait un business model qui était quand même très simple à comprendre, très attractif, à une époque où les restaurateurs se faisaient beaucoup, entre guillemets, arnaquer, ou en tout cas perdaient pas mal d'argent sur des gens qui leur vendaient des sites internet, ou des pages dans des magazines, ou des choses comme ça, qui en fait avaient un retour sur investissement très faible. Mais eux, ils avaient payé tout from scratch, ils n'avaient aucun moyen de mesurer. Tu me disais tout à l'heure, excuse-moi, je reviens un petit peu sur les débuts, mais tu n'as jamais fonctionné en solo. C'est-à-dire, au tout démarrage de La Fourchette, vous étiez combien ? On était 3 associés. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, vous êtes restés associés ? Alors, on est resté associés, j'ai envie de dire, enfin, on a fait une levée de fonds, une série, ce qui serait une série A aujourd'hui, en 2012. Donc, entre guillemets, les 5-6 premières années, on est resté associés. En 2012, il y a un des fondateurs qui est parti au moment de cette série A. Et puis ensuite, le deuxième est parti au moment de la revente à TripAdvisor. Et en tout cas, globalement, c'est tout le démarrage de La Fourchette. C'est un succès à 3 et j'aurais jamais. Voilà, je pense qu'on reconnaît tous les 3 que ça ne serait pas fait sans l'un des 3. Bertrand, je sais que c'est compliqué de résumer parce qu'on le disait en off tout à l'heure, mais je pense que tu pourrais parler de La Fourchette pendant des heures, tant c'est un cas d'école et puis tant ça a dû être fondateur dans ta vie. Mais on me pose toujours les mêmes questions, si tu veux, pour les entrepreneurs, ils ont tous les mêmes sujets. C'est le déclic, tu vois, le truc où tu t'es dit, alors c'est le déclic, tu nous en as parlé, mais c'est plus le côté, on va continuer dans cette voie-là, on tient le bon bout. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Deuxième, c'est la plus grosse des difficultés que tu as réussi à surmonter. Et je pense que tu as dû en avoir des dizaines, voire des centaines, hein, mais de mémoire, quelle est la plus grosse difficulté que tu as dû surmonter? Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, et ensuite, comment tu as fait? Non, la plus grande difficulté, puis en plus qui concerne plus tout le monde et qui répond aussi un peu à ton premier point, c'est le product, enfin, ce qui s'appelle aujourd'hui de manière très commune le product market fit, quoi. T'as une idée, enfin, ce que je disais tout à l'heure, tu vois bien qu'il y a des problèmes à résoudre pour des clients. Et tu développes un produit et puis en fait les clients n'utilisent pas le produit, quoi. C'est un peu ça c'est un peu l'histoire commune de la plupart des boîtes, hein. Enfin, moi je cite toujours l'exemple de Airbnb qui au bout de 3 ans faisait $1000 de revenus par semaine. Voilà. Donc c'est vraiment l'histoire très 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 classique de quasiment toutes les boîtes. Je veux dire que c'est les exceptions qui ne connaissent pas ça.
Bien voilà, sûr. donc ça, c'est le début, c'est quand on y croit à fond, mais qu'on voit pas Mm. les chiffres, on voit pas l'aiguille bouger, quoi. C'est-à-dire qu'on se bat, S'incliner. enfin, Ouais. dans notre cas, on rajoute des restos, donc ça, comme on avait du revenu côté B2B, ça gagnait un peu, mais ça payait pas du tout les salaires. Et puis Mm. surtout, notre promesse et notre modèle, c'était un jour, enfin, de développer la fourchette, enfin, The Fork, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un site où les gens vont pour trouver un resto dès qu'ils veulent aller au resto, quoi. Et donc ça, j'ai envie Mm. de dire que c'est ça le plus compliqué, c'est comment est-ce qu'on passe de son intuition à un produit qui plaît au restaurateur, au client. Pardon. Mm. Et Mm. donc là, moi, enfin, là, il y a plein de littérature sur le sujet, mais c'est normal parce que c'est vraiment la chose importante. Et j'ai envie de dire que ce que j'entends souvent, et, enfin, dès que je vois des entrepreneurs, enfin, la plupart du temps, ils me disent ouais, ça marche pas. J'ai encore entendu ça la semaine dernière. Ouais, ça marche pas très bien, mais c'est parce qu'on n'a pas de budget, on va lever des fonds puis on va faire de la com. Et à chaque fois, Mhm. je leur dis, mais attends, moi, je connais quasiment aucune boîte qui a eu besoin de communication pour décoller, quoi. C'est-à-dire C'est que vrai. ça, c'est pas la vie, c'est pas la vie des entreprises. La communication, c'est pour accélérer. Mais en fait, normalement, une Tu bonne le dirais proposition. encore aujourd'hui? Tu le dirais encore aujourd'hui Oui, bien avec sûr. toutes les boîtes digitales qu'on connaît et les influences du web marketing, tu dis la même chose? Bien sûr, je parle du début, hein. Je te parle vraiment du début, là. C'est-à-dire que Ouais, 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 ouais. aujourd'hui, mettre de la pub Non, mais c'est intéressant ou ce du que tu dis parce que, commercial, ouais. qui est la même chose, hein, pour une proposition de valeur qui n'est pas, moi je dis toujours 10x américaine, c'est une proposition de valeur qui n'est pas 10 fois mieux que ce qui existait avant, euh, en fait Ouais. c'est du gâchis, quoi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Parce que c'est pas parce que tu chopes plus de clients qu'ils seront plus contents, quoi. Enfin, sauf si c'est des plateformes où il y a une logique de liquidité, etc. Mais la plupart du temps, en fait, il faut vraiment avoir la discipline et l'honnêteté intellectuelle de répondre à la question, est-ce que mes utilisateurs vraiment adorent mon produit ou pas, quoi. Et tant que la réponse est non, J'ai compris. euh, Ouais. ça sert à rien d'accélérer. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler à fond. Et toute la littérature maintenant américaine, des startups sur le sujet, elle dit ça. Elle dit, mais ça sert, n'embauchez pas, ne faites pas de commercial, enfin en tout cas n'embauchez pas de commerciaux, faites pas de com, tant que vous n'avez pas une satisfaction client qui est excellente. Et la fameuse question du product market fit, c'est si on vous retirait le produit, est-ce que ça serait grave pour vous, quoi? Eh ben écoute, là tu viens de nous donner une leçon hyper fondamentale, je pense, parce que beaucoup de gens, comment dire, j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage lever énormément d'argent proportionnellement à ce qu'ils faisaient en chiffre d'affaires, hein, j'entends, pour faire de la com et passer complètement à côté de la satisfaction client ou en tout cas ils passaient un peu à côté de l'écoute du client. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est qu'il faut d'abord écouter ton client, l'analyser, le suranalyser et être persuadé de ça avant une expansion, qu'elle soit de chiffre d'affaires ou une expansion même géographique, etc. Ouais, C'est ça? plus que de l'écoute, tu as raison, ça passe beaucoup par l'écoute. Moi, j'étais le premier à dire à tous les jours chez La Fourchette, est-ce que vous avez parlé à des clients, est-ce que vous avez parlé à des clients, que ce soit restaurateurs, utilisateurs, consommateurs. Mm. Mais c'est aussi comment est-ce que le produit que tu développes résout des vrais problèmes prioritaires. Ça, c'est un Bien autre sûr. truc américain, alors c'est plus en B2B, mais ils disent si tu vas voir un client et que ce que tu résous comme problème n'est pas dans son top 3, ça ne sert à rien. Voilà. C'est-à-dire que si C'est tu vas vrai. vendre un système de fleurs, par exemple, d'abonnement de fleurs, je donne un exemple qui me passe par la tête, hein. Un restaurateur dont le problème numéro un, c'est de trouver du personnel, le problème numéro 2 en ce moment, c'est d'acheter ses produits pas trop chers avec l'inflation, et le problème numéro Mm. 3, ça reste universel, c'est d'avoir plus de clients. Euh, Mm. Bah, ton système de fleurs, même si c'est super cool, en fait, Il ça s'en tape. correspond pas à un vrai besoin, Il s'en quoi. fout. Il s'en fout, je ne fais pas qu'il s'en fout, Ouais. mais juste il n'a pas le temps, il n'a pas de bande passante, c'est pas Bien dans sûr. c'est pas ce qui C'est l'empêche de pas sa dormir la nuit, quoi. priorité. C'est Voilà. ça. C'est ça. Et du coup, est-ce que c'est ça la grande difficulté que tu as vraiment retenue ou est-ce que tu en Ah as une oui, autre? Tu bah, sais, les 3 premières années, c'est ça, hein. Nous, on a testé, on a ouais. itéré, on a testé 1000 propositions de valeur en côté B2C. Côté B2B, on savait bien que c'était un logiciel de gestion de relation plus apporter des clients. Parce qu'une fois de plus, c'est ce que je viens de te dire, mais on sait que plus de clients pour 98% des restaurateurs, c'est un truc dont ils ont besoin. Enfin, même pour 98% des business dans le monde, quoi.
tous les business veulent plus de clients. Donc on sait que c'est un truc qui est assez facile à vendre. La question, c'était comment est-ce que côté consommateur, notre proposition de valeur fait que les clients utilisent, reviennent et en parlent autour d'eux, quoi. Attends Bertrand, j'ai oublié encore une fois de te poser une question importante, c'est tes associés, ils étaient de enfin, ils avaient fait quoi, c'était quoi leur formation, etc. Ouais, bah alors donc il y avait Denis Fayol qui lui est ingénieur, qui est le directeur technique, Ouais. un CTO comme on dit. Et puis il y a Patrick d'Alsace qui est de formation plus commerciale, enfin on va dire école de commerce / commerciale, et qui lui s'occupait entre autres de la partie vente. Et puis moi qui étais le plus généraliste, qui faisait à la fois de la vente du produit et un peu le reste. T'estimes que HEC, ça t'a aidé dans ta création d'entreprise? Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas créé La Fourchette à l'identique si tu n'avais pas fait HEC? Alors moi, je pense que tout aide dans la vie. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Est-ce que j'aurais pas... Enfin, de toute façon, ça m'a aidé parce que c'est sûr que déjà, quand tu mets HEC sur le deck que tu envoies aux investisseurs, ils vont plus le regarder. Ça m'a aidé pour le réseau parce que c'est en particulier par le réseau HEC que j'ai trouvé les premiers investisseurs. Et puis après, ça m'a aidé aussi au global par la formation parce que ça te donne quand même des notions de plein de choses. Même si quand tu les apprends, tu ne sais pas forcément à quoi ça va te servir et tu comprends pas forcément l'intérêt. En fait, au fur et à mesure où tu avances dans la création d'entreprise, bah, tu te ressouviens de tous tes cours de marketing, tes cours de compta et de finance. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de vente à HEC. Et le problème, je pense, des écoles, c'est le management, parce qu'en fait, c'est dur d'apprendre le management sans en faire. Et donc, on apprend plein de trucs, mais le temps qu'on devienne manager, on a un peu oublié, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. Après, j'avais un autre sujet, c'était quand même juste en parlant, tu sais, je t'ai dit, il y a forcément eu des difficultés que tu as réussi à surmonter, etc. Je veux bien que tu m'as parlé des 3 premières années en question, mais après, il y en a forcément eu d'autres. C'est-à-dire que t'as forcément été confronté à d'autres sujets qui soient humains. Enfin, tu vois, comme je le disais, La Fourchette, c'est une histoire longue. Donc, est-ce que ta mémoire, si tu veux, de très gros trucs où tu t'es dit, attends, là, on va dans le mur, c'est une catastrophe. Hein. Tu vois, c'est ce côté-là parce qu'on est quand même dans une période de crise pour tout plein de secteurs en ce moment. Enfin, j'essaye de recontextualiser notre interview dans le contexte français. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr. je pense qu'il y a des gens en ce moment qui souffrent. Moi, j'en entends toute la journée. Hein, et c'est vrai que j'ai un petit peu envie de donner de l'espoir. Alors, je sais à ma toute petite mesure, mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs se doivent quand même de parler des difficultés et non pas uniquement des réussites. Tu vois ce que je veux dire? Et non, je mais pense les difficultés, que il y en a tu plein. vois très bien ce que je veux dire. Plus la boîte grossit, plus le patron il gère que les problèmes. Donc, je te confirme. Non, mais dans les grandes difficultés, j'ai envie de dire dans les assez classiques, il y a les problèmes d'équipe, de croissance d'équipe. Il y a les problèmes de comment développer les personnes assez vite pour qu'elles puissent assumer les rôles dont les périmètres augmentent. Et quand c'est pas le cas, comment gérer ça? Voilà, c'est un truc très classique, mais souvent les équipes de démarrage de boîte, c'est pas du tout les mêmes que les équipes. Enfin, nous, La Fourchette, on est passé de 3 à 1200 personnes. On a bien vu qu'il y avait un premier seuil à 50, 100, et puis un deuxième à 300. Et puis, enfin, voilà, donc en fait, les jobs, enfin, les métiers évoluent énormément. Et c'est comment est-ce qu'on gère l'adéquation entre les personnes qu'on a et les métiers, comment est-ce qu'on complète, comment est-ce qu'on explique, etc. Voilà, mais ça, c'est très classique. Il y a pas je pense qu'il n'y a pas de formule magique, à part la transparence, en fait. Je pense que quand même le mot magique du management, c'est quand même d'expliquer les choses le mieux possible. Et puis après, les personnes font leur choix, elles sont libres et grandes, et de si elles veulent rester ou partir, etc. Aussi, comment est-ce qu'on va chercher des gens à l'extérieur qui ont à la fois apportent la compétence mais ne cassent pas la culture. Ça, c'est un deuxième grand secret qui n'en est plus un, c'est qu'en fait, il ne faut pas embaucher des personnes dont la culture n'est pas compatible, voilà, parce qu'on ne change pas la culture des personnes. Donc voilà, il y a des personnes qui ont des super CV, des super expériences, des super compétences,
mais en fait, elles ont une vision du monde trop différente de celle des fondateurs et donc globalement des équipes. Et donc, la crêpe ne prendra pas. Et voilà, enfin, des difficultés comme ça, il y en a plein. Difficultés de management, hein, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en école de commerce, bon, de toute façon, on sort à 23 ans, on a plein d'idées, plein d'envies, etc. On est des bons techniciens sur certains sujets. Mais quand on est confronté au vrai problème de management, voilà, on ne sait pas forcément faire. Et puis en tant que CEO, on n'a pas vraiment de manager pour nous expliquer. Donc ça, c'est une des difficultés hein, de la direction des entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de manager. Donc maintenant, il y a des coachings, il y a des mentorings, il y a de plus en plus de littérature, de plus en plus de podcasts comme le tien ou d'autres. Mais il y a 20 ans, ça existait beaucoup moins, hein, donc on avait beaucoup moins accès à l'information. Donc on se plantait, puis on savait même pas forcément qu'on a des problèmes de management. Hein. Juste, on était comme on était. Voilà, donc ça, c'est vraiment j'ai envie de dire que le management des hommes est évidemment pas du tout la même chose. Jusqu'à 30 personnes, ce que je dis à tout le monde, comme tout le monde est autour de la table en permanence, il n'y a pas vraiment d'enjeu de management, parce qu'en fait, la communication est ultra fluide, ultra naturelle. Et c'est après qu'en fait, il y a besoin de surcommuniquer. Et moi, par exemple, je déteste me répéter, donc je dois me forcer. Et donc, alors que le management, il faut répéter les trucs, le redire aux équipes, s'assurer que tout le monde a bien compris. C'est une des dimensions, mais voilà, c'est juste un exemple. Et puis, voilà. Puis après, la deuxième, grande difficulté à la fourchette qu'on a rencontrée, et ça, c'est aussi assez courant, c'est qu'on croit que c'est simple, Internet, parce que c'est très simple, et qui plus est aujourd'hui de lancer un site, de lancer même un truc assez complexe, en plus aujourd'hui avec le no-code, ou des plateformes qui facilitent énormément le boulot. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer de 1000 à 1 million d'utilisateurs et d'1 million à 100 millions d'utilisateurs. Et ça, alors moi qui ne suis pas un ingénieur de formation, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Et du coup, j'ai un peu sous-investi. Alors pas que moi j'adore la technique et tout, mais en tout cas, j'avais pas assez ça en tête pour bien anticiper le truc. Et c'est vrai qu'au moment où Denis, qui était le fondateur CTO, est parti au moment de la dernière levée de fonds avant la vente, et en fait, ce truc-là n'a pas été bien couvert. Et du coup, nous, on s'est retrouvé avec la dette technique, hein, qui est le mot qu'on retrouve dans toutes les boîtes, mais plus ou moins. Et la dette technique, ça coûte très très cher parce qu'en fait, il y a plein de dettes que tu peux rembourser assez simplement. La dette technique, il y a des gros intérêts. Et en fait, tu peux nous dire exactement ta définition? Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la dette technique? Parce que je pense qu'on est en train de perdre du monde. Mais justement, c'est intéressant de savoir ça. C'est quand on a un code. Donc, un code, c'est ce qui est sous-jacent au site internet, au logiciel, un code informatique, qui en fait coûte très cher à maintenir et c'est très cher de rajouter une fonction. C'est-à-dire que là où, quand on lance la fourchette, on lance le logiciel pour les restaurateurs en 4 mois, qui est déjà un truc qui fonctionne bien avec 2 ingénieurs, parce qu'on part de zéro. Alors, il y a aussi qu'on n'a pas de clients, donc de toute façon, on a plus de facilité. Mais au bout de 15 ans, quand on a 80 000 restaurateurs connectés au logiciel et qu'on a aussi 15 ans de code, qu'on a accumulé des lignes de code, en fait, on se rend compte, alors on s'en est rendu compte avant, mais que si on veut refaire le logiciel, ça va nous prendre 3 ans, quoi. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de solution simple pour court-circuiter ça. En fait, c'est un peu comme les chantiers immobiliers, les chantiers dans le bâtiment, où les fondations seraient mauvaises, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si jamais ta fondation est mauvaise, il y a des fissures partout. Tu vas les réparer, mais elles vont réapparaître. En fait, et changer les fondations d'un bâtiment, c'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est pareil pour le code informatique. Et alors, du coup, tu t'en es sorti comment? Écoute, il faut prendre ses pertes, comme on dit dans le business. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'investir beaucoup. Et aussi, il faut accepter ce qui est très, très frustrant pour un entrepreneur, d'être beaucoup moins innovant pendant, dans notre cas, ça a été 2 ans, quoi. Parce qu'en fait, quand il faut refaire toutes les fondations, tu peux pas construire en même temps le bâtiment au-dessus, quoi. En gros, il faut détruire, il faut refaire les fondations et il faut reconstruire. Donc, tout ce que tu as amélioré dans ton bâtiment, tu vas le détruire. Donc, tu te dis, je vais pas investir dans l'amélioration si je détruis après.
Donc, tu commences par reconstruire toutes les fondations. Après, tu reconstruis le premier étage, puis le deuxième, puis le troisième. Et puis, quand tu as considéré que tu es à un étage assez élevé, tu lances ton produit. Il y a 1000 manières de faire, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a dû faire. À ce moment-là, les clients ne sont pas contents parce que même si tu as changé peu de choses, personne n'aime le changement. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des trucs qui ont été pour moi, d'un point de vue perso, très lourds. Un, parce que ça coûte cher. Deux, parce que j'ai le sentiment que le service qu'on rendait aux clients était moins bon. Parce qu'il y a plein de choses qu'on savait qu'on devait améliorer, qu'on ne pouvait pas le faire. Enfin, voilà. Donc, et puis, ça démotive les équipes. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Il faut accepter d'investir en permanence sur ces fondations pour pas qu'un jour ça soit irrécupérable, entre guillemets. Bien entendu. Bertrand, est-ce que tu as la chronologie de vos levées de fonds? C'est-à-dire que justement, c'est intéressant de savoir à quel moment tu as considéré qu'il fallait lever de l'argent. Ouais, alors nous, on était dans un modèle où on devait lever l'argent assez vite, pas du seed. Alors c'était il y a très longtemps, hein, donc nous au total on a levé 12 millions. Et au moment où on a vendu la boîte, elle faisait environ 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et il nous restait du cash. Donc on n'a pas... c'est très très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais en gros, nous, on a souvent levé à l'arrache, pour être très franc. La dernière levée, on l'avait plus anticipé, mais on a mis un peu de temps à due diligence, qu'on n'était pas bien prêt. Mais aujourd'hui, je pense que le truc qui est très clair, c'est qu'il faut lever. Moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est d'essayer de tester sans lever. De réfléchir à comment je peux tester mon modèle en l'hyper bootstrapant, et c'est ce que je fais avec l'un des 2 projets sur lesquels je travaille en ce moment. En disant, on va en reparler je suis tout après. Seul, et que je mets juste mes économies de 5 000 €, ce que normalement pas mal de gens ont, pour éventuellement payer un peu de freelancing ou quoi que ce soit, comment est-ce que je peux valider, en tout cas valider qu'il y a vraiment un attrait pour ce que je veux construire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, product market fit. Voilà, donc ça, moi je dirais que c'est la première étape que je ferai systématiquement. Et en plus, parce que sinon on passe beaucoup de temps à construire un produit, puis on n'apprend pas grand-chose pendant ce temps-là. Parce que en fait, tant qu'un produit n'est pas sur le marché, on n'apprend pas grand-chose. Voilà, c'est très dur d'avoir des vrais retours utilisateurs tant qu'il n'y a pas d'utilisateurs qui utilisent un produit. C'est la première étape. Après, moi je pense que dès qu'on voit que cette partie-là est à peu près validée, c'est-à-dire qu'on a des clients contents, vraiment. C'est ça ce que ça veut dire. Et même si c'est pas 1000, même si c'est 200 ou 50 en B2B, mais on a des utilisateurs contents, du feedback, et on voit bien le produit, où il faut la proposition de valeur, ce qu'il faut améliorer, etc. Là, je pense qu'il faut lever du seed pour avoir un produit qui passe un peu à l'échelle, dont on sait qu'on peut, moi c'est comme ça que je raisonne, dont on sait qu'on peut passer de 10 000 à 1 million d'utilisateurs, par exemple en B2C, ou de 100 à 2000 clients en B2B, sans que ça soit un enfer d'un point de vue opération et qualité de service, quoi. Parce qu'évidemment, si on fait tout à la mano, c'est souvent le cas quand on bootstrap, on peut pas faire à la main des trucs de la manière pour 50 ou 1000 clients, quoi. Et voilà, puis une fois qu'on a ça, on sait qu'on a un bon produit qui plaît, on sait qu'on a un système qui permet de supporter la croissance, et on sait, idéalement, on a testé les leviers d'acquisition marketing. Derrière, là, j'ai envie de dire que là, c'est l'autoroute, parce que quand on va voir des investisseurs en disant, voilà, j'ai un produit qui plaît, je peux le commercialiser ou le marketer à plus grande échelle, et j'ai également l'infrastructure pour le supporter. Je veux dire que le risque est énormément baissé, en tant qu'investisseur. Moi, je suis investisseur. C'est le couple opportunité-risque. Ça, c'est la base de la finance. Donc, ça, on l'apprend à HEC. C'est de dire, voilà, est-ce que c'est une très grosse opportunité? Oui, tant mieux. Non, ça dépend du risque, quoi. Des très belles boîtes sur des petits marchés, mais bon, on sait que c'est des très belles boîtes. Il y a des boîtes aujourd'hui sur des très gros marchés, mais qui n'ont pas du tout trouvé leur product market fit et qui n'arriveront jamais, en tout cas qui sont très très loin, donc qui valent rien, quoi. Donc quand tu vas voir un investisseur en disant, voilà, j'ai un produit qui plaît sur un gros marché et je sais comment globalement le déployer, derrière, c'est plus que l'exécution, quoi. Donc le risque est très limité. Il y en a encore, mais très limité. Donc là, il faut aller lever la série A, et puis je suis un peu perdu entre les seed, pré-seed, pré-pré-seed, etc. Mais j'ai envie de dire que seed, c'est pour le passer à l'échelle, et la série A, c'est pour déployer, quoi. Puis série B, c'est pour international.
éventuellement développer d'autres produits en adjacence. Voilà. Quand on en Bien est là, sûr. généralement, on est bien accompagné. Est-ce que tu as souvenir d'un échec dans l'histoire de la fourchette? Bah oui, plein d'échecs. Euh, je vais donner celui-là, ça rejoint un peu mon product market fit, mais en fait, le premier échec, c'est d'avoir voulu faire un énorme échec qui nous a fait perdre 1 an et demi. Bon, alors, après, on a appris. C'est d'avoir voulu copier l'américain Open Table, D'accord. en fait. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, d'écouter vraiment nos clients, de leur parler, de réfléchir en fonction de ce qu'on entend, parce que les clients, ils donnent rarement la solution. Mhm. Les clients, ils apportent une matière qui est de la matière brute, mais beaucoup de valeur. C'est-à-dire Mhm. qu'en écoutant 10 clients, tu es bien meilleur qu'en brainstormant avec tes collègues autour d'une table. Bien sûr. Il faut brainstormer après, mais pas sans avoir écouté les Mhm. clients. Donc en gros, nous, on se disait, on fait comme OpenTable, c'est-à-dire un logiciel de gestion de réservation et un système de réservation en ligne Mhm. en France. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit, et puis on l'a un petit peu évidemment, on se l'a expliqué après, qu'en Mhm. fait, en France, pour un consommateur, une plateforme de réservation de restaurant, c'est pas une grosse valeur ajoutée. S'il n'y a que la Mhm. réservation. Bien sûr. C'est-à-dire que ce qui est la valeur ajoutée pour le client, et c'est ce qui a fait le succès, pour ça que la fourchette est connue aujourd'hui, c'est quand même à la fois le côté discovery, donc on a rajouté les avis, hyper important, on a affiné le moteur, on a fait du super contenu, enfin, du bien meilleur Mhm. contenu avec des photos, les menus, etc. Et évidemment, le truc universel dans toutes les industries pour le consommateur, c'est le prix, quoi. C'est-à-dire que quand je disais à mes copains et ma famille, bon, super, la fourchette, tu peux réserver ton restaurant en ligne, personne ne réservait. Quand je disais à mes Mhm. copains et ma famille, ah, tu peux réserver ton restaurant en ligne et tu as 30% de remise, tout le monde réservait. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est aussi le test un peu basique, en tout cas en grande conso. C'est est-ce que les gens qui m'aiment autour de moi utilisent mon service ou pas? Et ils ont Mhm. envie d'utiliser. Si j'utilise pas, c'est quand même vraiment qu'il y a peu de chances que les autres l'utilisent. Donc voilà, donc notre erreur, ça a été de pas écouter le client, mais de vouloir copier un américain uniquement. Comme on le disait, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais bien connaître la fin de l'aventure de la fourchette pour toi. Comment ça s'est passé? À quel moment ça s'est passé? Et puis qu'est-ce que tu as décidé parce que de mémoire, je pense que enfin, je crois me souvenir que tu as vendu, enfin, vous avez vendu euh, relativement rapidement, non? Enfin, ça Ouais, s'est pas ouais. décidé sur des années, quoi. Enfin, c'était pas un Non, truc. on a eu notre première réservation grand public en novembre 2006 et on a Ouais, vendu en avril 2014. ouais, Donc voilà, 8 ans, sachant que je t'ai dit, on n'a pas levé beaucoup de fonds. Enfin, on a ouais. levé beaucoup par rapport à plein de boîtes, mais en tout cas par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, donc on a vendu relativement vite, c'est pas non plus très vite. Non, mais Mhm. la fin de la fourchette, enfin, donc la vente s'est passée, bon, la vente s'est passée très vite, très bien, parce qu'il y a eu une très bonne, je veux dire, entente TripAdvisor, stratégique. on Ouais, le rappelle quand même, TripAdvisor, c'est pardon. TripAdvisor. Ouais. Ouais, TripAdvisor, donc leader mondial de la recommandation pour le voyage. Super boîte, super patron fondateur. Mhm. Et en fait, voilà, il y a eu un très bon fit humain. Eux, ils avaient vraiment envie de se développer dans la partie restaurant plus. Et donc, c'est pour ça que je parle de fit stratégique. Et nous, à ce moment-là, on testait le marché. Voilà, on n'était pas obligé de vendre du tout, on était rentable et on avait du cash. Mais en tout cas, on avait décidé avec les actionnaires de parler à quelques acteurs, dont TripAdvisor. Donc, voilà, donc TripAdvisor cherchait une boîte un peu comme nous. On cherchait potentiellement un partenaire stratégique comme TripAdvisor. C'est des gens très sains et je pense que nous aussi. Donc le deal s'est Mhm. fait très vite et moi je suis resté 7 ans après, euh, pendant 7 ans encore chez TripAdvisor. Donc, voilà, juste pour dire que c'était une histoire un peu unique. Et j'avais pas de earn-out. Hein. Earn-out, juste, c'est quand euh, Oui, bien sûr. les Quand tu fondateurs parles, ne touchent pas quitte, le prix ouais, tout de touche pas le suite de la prix vente, tout de mais il y suite, a des mais sur conditions 3 ans. du type chiffre d'affaires pendant 4 ans, etc. Moi, j'ai pas de earn-out, j'étais payé entièrement en cash à la vente. Mais le projet m'a beaucoup plu, ça m'a emmené aux États-Unis avec ma famille. On a énormément développé la fourchette, on a fait x10 le chiffre d'affaires entre 2014 et 2020, enfin juste avant le Covid. On a ouvert, on est passé de 3 à 15 pays, on a racheté 6 boîtes. Et moi, je faisais partie du COMEX de TripAdvisor, et puis je suis parti aux États-Unis développer une autre activité de TripAdvisor. Donc voilà, super aventure, j'ai envie de dire Mhm. zéro faute de la part de TripAdvisor en termes d'intégration, etc. Mhm. Et puis après, moi, ma fin de la fourchette, je me posais la question depuis un certain temps, enfin, je me suis toujours posé la question de mon impact.
Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai créé des boîtes pour avoir de l'impact. Et puis voilà, plus ça allait, plus je me disais, mais finalement, mon impact à moi, dans la fourchette, il est à 1000 personnes. Voilà, enfin, j'aspirais à autre chose. Et donc, il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé une conversation avec mon patron, qui était le fondateur de TripAdvisor, qui est toujours d'ailleurs, Steve Koffer. Et, et puis, bon, voilà, il a très bien compris. Moi, j'avais un numéro 2 qui était prêt pour. Et voilà, on avait discuté déjà. Enfin, voilà, j'avais préparé le truc et ça s'est fait très vite, très bien. Moi, j'ai fait de l'accompagnement pendant 6 mois, mais voilà, à partir d'avril 2021, j'ai pu me consacrer à réfléchir à la suite et avec 2 grandes lignes directrices, enfin 3 grandes lignes directrices pour moi. C'est crise environnementale, crise sociale, avec une réflexion sur la dignité humaine, et aussi capitalisme renouvelé. Voilà, je crois beaucoup au capitalisme. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec, c'est pas mon domaine, les associations, etc. Mais je pense que le capitalisme doit évoluer. Je dis toujours, moi, c'est passer de 1P à 3P, passer de profit à profit, people, planète. C'est-à-dire que dans la gouvernance, en fait, dans l'organisation, la gouvernance, etc., je dis toutes les décisions doivent être prises avec un triple scope, pas uniquement celui de la croissance et du profit, mais aussi celui de l'impact social, que ce soit sur les salariés ou plus large, et celui de l'impact environnemental de ce qu'on fait. Voilà. Et donc c'est à la fois des entreprises, c'est Howard Schultz, le patron quasi fondateur de Starbucks, qui dit do good et do well, quoi. Voilà. Et moi, je pense que les entreprises, en tout cas, moi, mon projet perso, c'est de contribuer à ce mouvement, hein, représenté par les B Corp en particulier, d'entreprises ou d'entreprises à mission, d'entreprises qui non seulement ont un objet social avec du sens, mais aussi que dans leur gouvernance, leur management, dans leur pratique quotidienne, entre guillemets, donnent du sens autour d'eux. Voilà, donc c'était mes 3 projets, et c'est comme ça que je suis arrivé, enfin mes 3 objectifs. Et voilà, c'est le tout début, hein, parce que le conseil souvent qu'on donne, et qui est un bon conseil, c'est de prendre un peu de temps après 15 ans dans une boîte, d'aventure un peu folle pour se poser avant de lancer la suite. Donc j'ai parlé, je sais pas, 300 personnes, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des podcasts. C'est vrai que le podcast, c'est incroyable. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. On peut apprendre plein de choses gratuitement. Et puis, j'ai atterri sur 2 projets, dont l'un qu'on a déjà lancé, l'autre qu'on va bientôt lancer. Et autour, donc celui qu'on a lancé, ça s'appelle le Two Tons Club, 2tons.club. Et c'est vraiment un système de coaching pour aider le consommateur. Donc c'est vraiment la Michu, on s'adresse vraiment à la vie de tous les jours, mais comment rendre son mode de vie compatible avec la planète. Voilà, aujourd'hui, l'équation est assez simple. Un Européen émet 8 tonnes de CO2 par sa consommation, enfin par sa vie, mais sa consommation principalement par an. Un Américain, c'est 16 tonnes. Et l'objectif des accords de Paris pour qu'on soit une neutralité carbone, c'est 2 tonnes par an et par habitant de la Terre. Donc on doit passer de 8 tonnes à 2 tonnes, ce qui est énorme évidemment. Hein. Et en fait, pour avoir globalement fait le voyage avec mon épouse et ma famille depuis 5 ans, je sais que c'est possible, mais je sais aussi que ça demande de la compréhension du monde différente, et ça demande aussi, pour beaucoup de personnes, un accompagnement social. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pose la question aux gens, aujourd'hui il y a une prise de conscience quand même très forte sur l'environnement de la part du grand public. Hein. Je pense qu'en Europe, en tout cas, c'est le cas. Aux États-Unis, sur les côtes, ça devient le cas aussi. Une volonté de faire, mais en fait, peu de choses avec réellement de l'impact qui sont changées chez une grande majorité des consommateurs. Et quand on pose la question finalement aux consommateurs, les 2 réponses, c'est finalement, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire pour être efficace. Et 2, ce qui est le plus important évidemment, c'est mais pourquoi je changerais si personne ne change. Mais aujourd'hui, ma consommation, c'est mon statut social. Donc voilà, donc le Two Tons Club, ça s'adresse pas aux super-héros du climat, mais ça s'adresse à ceux qui ont déjà commencé une démarche, en tout cas une vraie réflexion sur le sujet, et qui veulent à la fois avoir des outils, mais aussi un accompagnement social,
Mmh. pour accélérer leur démarche, mesurer l'impact qu'ils ont et faire des vrais progrès. Et puis, ce que je dis à tout le monde, il ne s'agit pas de passer de 8 tonnes à 2 tonnes du jour au lendemain. Ça serait idéal, mais ce n'est pas possible. Mais si chacun réduisait de 10% par an, on serait les doigts dans le nez aux accords de Paris, quoi. Et, il faut évidemment que tout le monde intervienne, le politique, les entreprises, mais le consommateur, ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est très dur pour chacun de changer son pays, les lois, les normes, etc. C'est quand même assez dur pour la plupart des personnes de faire bouger son entreprise. Par contre, sa consommation, c'est de l'ordre c'est dans sa sphère d'influence très forte. Et autant il y a des choses qu'on ne peut pas changer, ou difficilement changer, autant il y en a d'autres qu'on peut changer. Et surtout, en fait, quand on acquiert une bonne compréhension du sujet, en fait, les choses vont changer naturellement. Voilà. Enfin, dernier point, parce que l'explication est un peu longue, mais en fait, aujourd'hui, on connaît, quand on achète quelque chose, globalement, on connaît le prix en euros. Et on arbitre en fonction de son budget et des prix. Tout le monde fait ça, en tout cas, une grande majorité des personnes font ça. Donc, ce qu'on essaie de faire avec le Two Zones Club, entre autres, c'est que les gens connaissent le prix en carbone de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils font. Et en fait, rien que ça, et de comprendre cette histoire de 8 tonnes, 2 tonnes. Rien que ça, en fait, ça permet... oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des exemples, un repas avec du bœuf, c'est 7 kilos. D'accord ? On prend chacun 730 repas par an. Je ne te parle pas du petit déjeuner. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui mangent du bœuf au petit déjeuner. Donc, si tu fais 7 x 7, 49, en fait, si tu mangeais du bœuf à tous les repas, ce qui n'est pas non plus le cas, ça serait 5 tonnes. Voilà. Mais quand même, tu mangerais du bœuf une fois par semaine, c'est quand même déjà 350 kilos. En fait, quand tu as 2 tonnes de budget, 350 kilos, tu ne les passes pas, parce que derrière, tu as le logement, tu as tous les autres repas, tu as tes transports, tu as quand même ce que tu achètes, etc. Une robe, c'est 50 kilos. Quand tu achètes une robe, moi j'en achète assez peu souvent, mais avec mes 4 filles, j'en achète quand même. Donc c'est 50 kilos de carbone. C'est-à-dire que si tu achètes 5 robes par an, ce qui ne paraît pas énorme sur le papier, tu dis 5 robes, il y a l'été, il y a l'hiver, bon, il faut quand même changer un peu, il y a la mode, c'est 250 kilos. Sachant qu'après, il faut acheter le pantalon, les t-shirts, les chemises, etc. Donc en fait, tu te rends compte très vite qu'il y a des choses qui sont du luxe carbone. Et donc après, ce qu'on fait aussi le Two Zones Club, on leur dit pas acheter plus de robes, mais on va donner des solutions qui sont soit en acheter moins de meilleure qualité, mais bon, ça, la mode, c'est pas encore compatible. Enfin, les hommes, ils ont moins de mal, mais je veux pas être trop caricatural, mais sur la mode, je pense pas l'être. Soit, il y a tous les trucs d'occasion, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire que la solution, ça vient en second temps. Mais déjà, quand on achète le truc, si on sait combien ça me coûte dans mon budget, derrière, je fais des arbitrages. Si je veux absolument m'acheter 20 robes par an, j'ai envie de dire que moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'est pas là pour juger. Mais en tout cas, il faut savoir que ça coûte 1 tonne, qu'on a 2 par an. Alors, et donc, ça va peut-être dire que oui, mais par contre, moi, arrêter le bœuf, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je commence par arrêter le bœuf, je continue de m'acheter des robes. Bon, après, le deuxième exemple, c'est l'avion. Tu vois, un aller-retour Paris-New York, on a tous fait, c'est 1,5 tonnes. C'est-à-dire qu'un aller-retour Paris-New York, tu as cramé ton budget de l'année. Donc voilà, c'est un luxe. Alors, soit tu as le choix et tu peux te dire j'y vais moins souvent, soit tu n'as pas le choix, puis si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Il y a plein de gens qui disent mais j'ai de la famille à New York, ça. Je dis moi, on habitait 5 ans aux États-Unis, on revenait une fois par an en France. On considérait que c'était important que nos enfants voient leurs grands-parents, puis nous, nos parents, etc. Mais du coup, on faisait des efforts sur la voiture, on faisait des efforts sur d'autres choses. Donc voilà, donc c'est vraiment comme un budget. Parfois, tu te fais un luxe, tu tapes un bon resto, mais tu sais que derrière, tu peux pas t'acheter une robe ce mois-ci, quoi. Et ça, c'est vrai sur toute la consommation, c'est vrai sur toute l'alimentation, et c'est vrai sur une grande partie du transport. Le transport, voilà, avec des éléments fascinants et déjà pas mal de solutions quand on s'y intéresse de près qui permettent de réduire fortement son empreinte, même en continuant éventuellement d'avoir une voiture, même en continuant de voyager un peu, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est comment est-ce que je te coach D'accord. à la fois payant. par du training. Non, c'est gratuit. Ah ouais. C'est gratuit. Comment tu vas faire? Alors bon, déjà une fois de plus, aujourd'hui mon objectif c'est Product Market Fit, je ne vais pas aller dans ce que j'ai dit, donc je veux déjà m'assurer que je peux prendre quelqu'un comme toi par exemple, et 3 mois après, que tu me dises, écoute, voilà, j'ai une vision différente
de mon mode de vie et j'ai commencé à changer ça et voilà, et que je comprenne que tu as voilà, que tu as vraiment, enfin c'est déjà peut-être le cas, hein, je te connais pas assez. Donc voilà, donc ça, si j'arrive à faire ça, donc je te dis, on l'a fait sur 100 en début d'année, on essaie de le faire sur environ 1000 personnes en ce moment. Je considère que si je l'ai fait sur 1000 personnes, dont plein que je connais pas, parce que les 100, il y a pas mal de friends and family, à ce moment-là, j'aurai mon product market fit. Donc je sais le faire, donc après on va passer à l'étape suivante qui est monétisation et acquisition de plus de membres. La monétisation, en fait, on pense qu'on fera avec de la compensation. C'est-à-dire, en fait, admettons que tu commences le programme à 8 tonnes, en moyenne des Français, des Françaises, et au bout de 3 mois, tu es à 7 tonnes. Parce que tu as fait 2 changements dans ta vie, en fait, voilà, qui sont pour toujours, a priori. Et donc, ça te fait déjà une économie d'une tonne, ce qui est déjà énorme, évidemment. Et ben, je vais te proposer d'acheter 5 tonnes pour aller à 2 tonnes. Alors, voilà, tu peux, pour X euros par tonne, aller à 2 tonnes. Et en fait, alors, ce qui s'appelle la compensation, c'est très dangereux parce qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse pour polluer. Mais par contre, si tu es dans une démarche de réduction, la compensation, c'est vertueux parce que c'est encore mieux que de réduire. Donc, en complément, c'est super. Et moi, je prendrai un cut là-dessus, transparent, peut-être en mode Hello Asso, où ce sera un pourboire, ou, enfin, on verra. Voilà, mais voilà, donc on a tout en tête, tu vois, et il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que quand je parle de ce projet autour de moi, tu vois, ça c'est un autre truc pour les entrepreneurs. Enfin, un projet grande consommation, un projet B2B, c'est différent. Mais en tout cas, un projet grande conso, quand on en parle autour de soi, si les gens ne comprennent pas, s'ils tiltent pas et on le voit, s'ils sont juste polis, on est quand même polis, les humains. Donc ils disent, ah ouais, super, machin. Il faut se méfier. Si les personnes disent dans notre entourage, attends, mais comment ça s'appelle? Mais est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce que c'est déjà live? Et que tu vois qu'il y en a 1 sur 3 qui s'inscrit derrière, là, ça veut dire qu'en fait, il y a un vrai. C'est pas de la politesse. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt. Tu leur parles réellement et donc tu résous un problème qu'ils ont. Et le problème que tout le monde a aujourd'hui, c'est OK, on n'arrête pas de me rabâcher. Et je l'ai vu cet été dans mon propre sang avec la chaleur et la sécheresse qu'il y avait un problème. Mais je sais pas quoi faire. Hein. À part désespérer, je sais pas forcément quoi faire de manière concrète, etc. Donc en fait, on s'adresse à beaucoup de gens. C'est ça. Mais oui, moi j'ai senti énormément de désespoir en fait cet été. En tout cas, moi, la première, hein, je te cache pas, et encore plus depuis que je suis devenue maman. Et j'avoue que tu te sens, beaucoup du monde. Enfin, je pense que toi comme moi, on peut avoir plein de témoignages autour de nous qui disent bon, on va pas changer la donne, c'est perdu pour perdu, on peut pas y jouer, c'est les plus gros qui peuvent faire quelque chose. Enfin bon, ok. Mais c'est vrai que j'ai senti une vague de désespoir et je trouve ça très notable et enfin très admirable, pardon, de prendre le taureau par les cornes et je ferai partie de tes premiers users. J'en suis certaine. Non, mais je crois que là-dessus, c'est exactement ce que tu dis, c'est évidemment l'état d'esprit de la plupart des personnes, donc je pense que c'est l'état d'esprit naturel. La réalité, nous avec notre famille, on est passé on va dire, on n'a jamais été, tu nous connais un peu, on n'est pas des gros consommateurs, mais disons qu'en prenant un peu l'avion, on est en voiture, etc., ça va vite. On a dû passer de 6 à 3 tonnes en 2 ans, et on a une vie super. Hein. Et on est très heureux d'avoir fait, parce qu'en fait, c'est au-delà du carbone et de la pollution, etc. Il y a un côté unité de vie aussi, où on sait que voilà, qu'on n'est pas dans une logique de consommation, on a une logique de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important, etc. Et en fait, une entreprise, je dis à tout le monde, une entreprise ne bouge que dans 2 cas, d'après moi, hein, mais c'est mon observation depuis 25 ans, à la fois en tant que moi entrepreneur chez l'entreprise, mais aussi ce que j'ai vu au conseil d'administration de différentes boîtes. Elle bouge quand le concurrent bouge. Voilà. Quand un concurrent bouge, là c'est la panique. Ou alors quand les clients bougent, quand les clients quittent l'entreprise. Et en fait, le consommateur, non seulement il peut réduire son empreinte et du coup avoir un impact direct, et puis voilà, tout seul c'est pas grand chose, mais à 1 million c'est plus, à 10 millions c'est encore plus. Mais surtout, les entreprises, quand elles vont commencer à perdre des parts de marché de ces clients-là,
le signal qui est envoyé est juste énorme. C'est comme les jeunes diplômés qui vont plus bosser dans certaines boîtes. Ça fait très peur aux entreprises aussi. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a le côté impact direct, mais aussi tout l'impact indirect, et aussi sur les gens autour de soi. C'est-à-dire que quelqu'un, moi, à chaque fois que je dis autour de moi qu'on a essayé de plus prendre l'avion, ça choque et ça fait réfléchir. Parce que ça paraît juste un truc alors qu'on l'a beaucoup pris dans le passé. Donc il n'y a aucune leçon de notre côté. Moi, j'ai fait des allers-retours Paris-Boston pendant 5 ans, pendant 3 ans et demi avant le Covid, quasiment tous les mois, en tout cas 7 par an. Donc voilà, donc l'avion, je l'ai pris, etc. Et aujourd'hui, quand on dit ça autour de nous et que les gens nous demandent pourquoi, on leur explique et ça permet d'enclencher la conversation et en fait d'éduquer quelque part. Et puis de montrer l'exemple. Et puis après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, quand la troisième personne qu'on va rencontrer nous dira en fait, je ne prends plus l'avion, ça va devenir la norme. Je termine là-dessus parce que je sais que tu connais un peu l'univers automobile. Je pense qu'il y a 3 ans, acheter un SUV thermique, c'était trop cool. Je pense que dans 3 ans, acheter un SUV thermique, tu passeras pour un gros facho, quoi. En tout cas, à Paris, une fois de plus, je dis tu peux pas. Parce qu'il y a une évolution des mentalités, grâce à Tesla, évidemment. Ça, c'est, Alors uniquement grâce à eux. Et après, je ne veux pas parler de voiture électrique parce que c'est quand même beaucoup mieux que le thermique, avec des défauts aussi. Le mieux, c'est pas de voiture. Qu'on se le dise, je ne voudrais pas être mal interprété. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des comportements qui peuvent évoluer assez vite. Et la voiture, et c'est juste une question de mode. Voilà, c'est juste une question de autour de moi, qu'est-ce qui se passe? La plupart on marche par mimétisme. Si tous mes voisins vont au bureau à vélo, je vais finir par y aller à vélo. Mais globalement, mais globalement, je te suis complètement. Mais c'est vrai que, je pense qu'après le vrai sujet de fond, c'est la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faudrait essayer, parce que tu dis, ça commence à rentrer dans la norme, etc. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il y a 2 mondes. Il y aura toujours une obsession de l'argent, de la consommation, du matérialisme, etc. Parce que ça restera quand même, j'ai le sentiment que ça reste quand même assez ancré dans la société et encore plus avec les réseaux sociaux qui poussent tout le monde à une extrême consommation. T'as raison. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la moindre influenceuse va te pusher 17 produits par jour, ou peut-être pas par jour, mais en tout cas, voilà, c'est devenu un métier, etc. Donc, j'ai l'impression, moi, malgré la modernité du monde dans lequel on vit, que tu as une espèce de surconsommation accélérée de tout, parce que même Vinted, qui quand même initialement était censé être un truc où tu revendais tes fringues, tu vois, où la seconde main était mise en avant, c'est devenu un vrai business, la seconde main, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on a même tourné le truc qui était quand même à vocation écologique, on l'a tourné en industrie. C'est-à-dire que, je le constate, Vinted aujourd'hui, c'est devenu un marché de la seconde main au sens où les gens consomment pour revendre. C'est ça que je trouve complètement aberrant, si tu veux. C'est-à-dire que t'as quand même une quantité de nanas aujourd'hui qui se disent, je vais chez Zara mardi, je le mets mercredi et je le revends sur Vinted jeudi. Et moi, je me dis, mais mon Dieu, en fait, on n'a rien compris. C'est complètement l'inverse. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, moi, ça m'effraie beaucoup, en fait, parce que, comme tu dis, il y a des gens qui sont très conscients, qui sont à fond dans la sous-consommation, qui essayent vraiment de se discipliner à moins consommer de manière générale, tu vois, que ce soit l'alimentaire, le transport, tout, le vestimentaire. Et puis d'un côté, j'ai l'impression qu'on est face à une montée du matérialisme, en fait. Et ça me perturbe beaucoup. Voilà. Ouais. Mais c'est peut-être mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Je pense que les chiffres te donneraient raison aujourd'hui. Je pense que tout se fait par étapes aussi. Et je pense que l'exemple de Vinted est très bien. Et je sais qu'il y a Back Market, il se pose la même question finalement. Est-ce qu'on accélère la vente de nouveaux portables parce que c'est tellement simple de le vendre au bout d'1 an pour acheter le nouveau, etc. Je pense que à long terme, je pense sur Vinted, moi je vois en tout cas les ados, je pense que eux ils achètent quasiment plus rien de neuf et c'est beaucoup sur Vinted, pas tous parce que sinon ils se trouveraient rien, mais et après je pense que c'est une étape. C'est sûr que le mieux pour les habits, ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'acheter des habits de très bonne qualité. Le mieux c'est presque Hermès, entre guillemets, parce que tu crées plein de valeurs financières en réinjectant plein de pognon dans le circuit. En plus c'est fait en France.
Et alors, je suis pas du tout un bon client d'Hermès, mais j'ose espérer que c'est solide. Donc, en fait, tu ne crées pas du tout de décroissance. Je suis un peu provoque là. Avec Hermès, c'est-à-dire dire plutôt Saint James, quoi. Mais je sais pas où c'est fabriqué, Saint James. Mais, mais en tout cas, le drame, c'est la fast fashion. Voilà, et donc on peut continuer à consommer, se faire plaisir, mais c'est sur du durable. Voilà. Et après, de temps en temps, quand on veut plus, tu le vends, voilà. Mais c'est vrai que s'il y avait que des très bons produits sur Vinted, ça marche probablement aussi. Enfin, bon, c'est plein de débats, mais bien moi, sûr. mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, le point du Two Tons Club, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont une prise de conscience et une volonté d'agir et qui agissent très peu, ou qui font des petits trucs mais qui ont peu d'impact. Et que nous, notre mission, c'est vraiment d'aider, de coacher le plus grand nombre possible de personnes à adopter un mode de vie compatible avec la planète, et qu'on voit que ça marche, qu'il y a une demande, et que plus il y en aura, plus ça deviendra la norme, et plus il y en aura. Voilà. Toutes les études montrent qu'au bout de 25%, quand 25% d'un groupe change, en fait 100% va changer. Voilà. Donc on est encore loin du 25%, mais on va y aller. Bien sûr. Bertrand, on arrive à la fin de notre interview. Franchement, on pourrait échanger pendant des heures tant tu as de choses à dire, mais je souhaite de tout cœur qu'un jour tu prennes la plume pour écrire un peu un morceau de ta vie. Mais en tout cas, voilà, je finis toujours mes interviews par 3 questions. Première question, est-ce que tu aurais un coup de cœur récent? Un coup de cœur, ça peut être n'importe quoi, une pièce de théâtre, un livre, une rencontre, un pays, enfin, voilà. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Deuxième question, c'est un coup de gueule. Tu n'es pas obligé d'en avoir, tout comme le coup de cœur, ou tu peux n'avoir ni l'un ni l'autre. Et puis, troisième question que j'ai intégrée au podcast, c'est un conseil de parents sur de l'éducation. Voilà, puisque tu es quand même papa à plein temps. Enfin, je veux dire, la parentalité occupe beaucoup ta vie. Et que quand j'ai des profils exceptionnels face à moi, je suis toujours curieuse d'avoir des conseils de parents. Voilà, tout simplement. Ok, alors le premier qui me vient en tête, c'est un livre que justement un membre du Two Tons Club m'a conseillé, comme quoi, qui s'appelle Humankind, qui est un livre sur l'histoire de la gentillesse. L'histoire de l'humanité aux yeux de la gentillesse. Et voilà, qui est... alors, j'ai pas été vérifier toutes les sources, donc voilà, moi je me méfie de tout ce que je lis maintenant. En tout cas, si c'est vrai, c'est des très belles fables, et le livre dit que c'est vrai, historiquement depuis des millénaires, qui explique, en particulier, je vais donner celle-là, pourquoi en fait l'Homo sapiens a gagné alors que c'est pas lui qui a le plus gros cerveau, mais parce qu'en fait c'était un être social, moins intelligent mais social, et donc ils aimaient bien être ensemble, etc. Et que donc en fait, quand on vit à 50, même si chacun a moins de savoir, en fait les 50 vont créer beaucoup plus de savoir que ceux qui sont 2 à côté et qui ont plus de savoir chacun. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça très très beau. Et après plein d'histoires comme ça qui démontent des fausses vérités, où le loup est un loup pour l'homme, il faut être méchant pour réussir, etc. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était une très belle fable. Ça se lit assez facilement. Alors, je suis pas sûr que ça existe en français, mais en tout cas en anglais. Non, mais tu m'as donné envie de le lire. Ensuite, un coup de gueule. Alors, moi, j'aime pas trop les coups de gueule parce que je considère toujours qu'il faut, quand on n'est pas content, il faut se retrousser les manches et essayer de régler le problème. C'est ce que j'essaie de faire avec le Two Tons Club. Non, un coup de gueule, moi, c'est en effet finalement la faible compréhension, je pense la très très faible compréhension, à la fois du monde politique et du monde patronal, sur les enjeux climatiques. Je le dis d'autant plus simplement que moi je me suis considéré comme écologiste depuis une bonne dizaine d'années, et qu'en fait c'est vraiment depuis 1 an et demi, 2 ans que j'ai vraiment beaucoup mieux compris. Et en fait c'est aussi une opportunité, parce que je pense qu'à la fois en tant que patron, mais aussi en tant qu'homme politique, nos métiers, c'est d'avoir une vision du monde de demain et d'aider le pays ou son entreprise à y aller. Et je pense que de toute façon, le monde de demain sera très différent du fait de cette crise, de ces enjeux. Et je pense que les politiques comme les patrons qui vont gagner, c'est ceux qui ont la patience de comprendre les vrais problèmes et le courage
d'essayer de bouger leur bateau, j'ai envie de dire. Voilà, Bien donc sûr. ça serait mon coup de gueule. Bien sûr. Et enfin, le conseil pour les parents. Voilà, c'est dur d'être parent, hein. Ouais. C'est très dur d'être parent. Surtout de filles. Tu peux le Non, dire. non, oui, de filles. Je suis pas parent de fils, donc de garçons, donc je peux pas comparer. Mais non, enfin, bon, moi, je suis un peu spécial, mais je crois que le plus important, c'est l'éducation à la liberté chez les enfants. Hein. C'est-à-dire, Ouais. c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on veut faire passer, voilà, qui va être structurant. Moi, j'aime beaucoup l'exemple du tuteur. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'éducation, c'est pas la cage, c'est le tuteur, quoi. C'est-à-dire que la plante, elle va pousser autour du tuteur, le tuteur va l'aider à aller vers le ciel, mais il va lui laisser quand même une grande liberté. On met pas des cages autour des plantes, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut réussir à trouver cette ligne éditoriale entre le tuteur et la cage, qui est pas toujours facile, hein, mais en tout cas, qui me paraît essentiel aujourd'hui. Quelqu'un qui sait, une personne qui sait utiliser sa liberté, qui en a conscience et qui sait la mettre au service du bien commun, ou au service de son projet, je pense que c'est une personne qui va être épanouie et qui va réussir dans ce qu'elle entreprend. Bien sûr, bien sûr. Bertrand, je te remercie vraiment 1000 fois pour notre échange. Encore une fois, tu reviens quand tu veux. Peut-être que quand ton entreprise sera plus avancée, tu voudras en reparler, donc tu seras forcément le bienvenu. Parce que je soutiens à fond et je ferai partie de tes utilisateurs ou utilisatrices. Et écoute, je te souhaite une très belle réussite. Je te remercie pour ta sincérité, vraiment. Et voilà. Donc bonne route et à très vite. Génial, merci beaucoup Estelle pour ce temps passé. Merci. Et puis bonjour aux personnes qu'on connaît tous les deux. Ah, je t'ai perdu, j'ai perdu la dernière phrase, je l'ai pas. Et bonjour à, tu m'as dit, excuse-moi. Non, je disais bonjour à tes parents, à tes sœurs. Ouais, sans faute. Allez, Ça je marche. t'embrasse. Ciao. Moi aussi, à bientôt, bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Instacart Plus has all the best things about Instacart, like same-day grocery delivery, but with a few added pluses. You can share a cart with your plus one, plus you get unlimited free delivery on orders over $35, plus 5% credit back on eligible pickup orders, which equals plus one awesome membership. Sign up for your free 2-week trial at instacart.com/plus. Credit back excludes alcohol. Family account subject to availability. Additional terms apply.